Bonjour, Monsieur Massé. Aujourd'hui, pour le mouvement de notre flux migratoire, nous avons décidé de choisir le mouvement du Mexique ou des pays hispaniques vers les États-Unis. Donc, nous sommes composés de 3 jeunes hommes. Moi qui est Zachary Labine. Moi qui est Ludovic Delorme. Et moi, le meilleur, Doris Patterson. Exactement. Donc, je vais commencer avec la description des flux migratoires. Donc, premièrement, c'est qui migre vers les États-Unis? C'est majoritairement des Mexicains, mais il y a aussi plusieurs d'autres personnes d'origine d'Amérique centrale qui migrent vers les États-Unis. Et la raison pourquoi, ben c'est absé. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. C'est pas une seule raison. Ouais. Premièrement, ben évidemment, c'est pour trouver des meilleures conditions de vie parce que oui, au Mexique, c'est un pays développé, mais il y a une très haute polarisation dans la population au niveau de les riches avec les pauvres. Donc, pour plus pousser ce que je suis en train d'expliquer en ce moment, c'est que la population est très riche, mais elle est aussi très pauvre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui sont tannés de vivre dans une société comme ça et qui souhaitent changer vers les États-Unis. Il y a aussi il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis pour les immigrants, surtout sur le marché du travail. Donc, il y a plusieurs entreprises américaines qui sont à la recherche d'employeurs, mais ils ne veulent pas payer cher leurs employés parce qu'ils font pas nécessairement beaucoup de profit avec leurs ventes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des employés qui sont un petit peu plus vulnérables, qu'ils recherchent pas nécessairement des excellentes conditions de travail, mais qu'ils cherchent des meilleures conditions de travail qu'ils ont à leur pays d'origine, qui est un exemple qui est clair, c'est par exemple les Mexicains ou n'importe quelle population d'Amérique centrale qui recherche un emploi. Ben c'est pour ça que souvent on les retrouve dans des emplois comme des champs, des fermes, parce que pour eux, c'est déjà des meilleures conditions de travail qu'ils n'ont jamais eues à leur pays d'origine, et aussi le salaire est beaucoup plus haut que ce qu'on retrouve là-bas. Donc pour eux, c'est une offre à ne pas manquer, des offres d'emploi comme ça. Donc c'est aussi une raison de changer de pays. Pour ce qui est de la gestion des mouvements migratoires, je vais d'abord parler de la politique gouvernementale dans ce qui est de refuser des immigrants ou même de renvoyer des immigrants illégaux. Donc, les États-Unis ont plusieurs mesures assez strictes. Donc, si un immigrant illégal se fait prendre au pays, il va se faire renvoyer dans son pays de manière express, soit par avion, soit par bateau, soit par train, la manière la plus efficace. Et il sera interdit de territoire pour 5 ans. Donc, il ne pourra plus rentrer aux États-Unis pendant les 5 prochaines années, sous risque d'avoir de graves conséquences, telles que la prison ou l'interdiction à vie de territoire. De plus, il n'y a plus l'autorisation de demander asile aux États-Unis, vu qu'il est rentré de manière illégale. Donc, si par exemple une guerre éclate au Mexique et qu'ils doivent aller aux États-Unis pour demander le droit d'asile, ben, ils n'auront pas le droit de le faire parce qu'ils auront été pris comme immigrants illégaux aux États-Unis dans les années auparavant. Mais il y a également d'autres manières de faire pour les accueillir. Donc, il y a l'application CBP One, qui est pour les Mexicains, qui leur offre des rendez-vous à un point d'entrée, donc à une douane, pour pouvoir faire le processus d'immigration et pouvoir accéder au pays. Il y a aussi d'autres processus qui sont faits pour les immigrants des pays d'Amérique centrale pour retrouver leur famille. Donc, exemple, si leurs 3 frères et leurs sœurs sont aux États-Unis, ben, ils auront une facilité d'accès au pays. De plus, selon la déclaration de Los Angeles sur l'immigration et la protection, ils vont accueillir jusqu'à 30 000 immigrants de plus qui viennent de l'Amérique pour leur permettre de donner une meilleure qualité de vie. Puis ils favoriser les immigrants d'Amérique parce qu'ils sont plus proches et qu'ils trouvent ça mieux de les accueillir eux. Pour ce qui est de l'impact sur la société,
l'immigration a fait en sorte que le taux de participation au marché du travail a monté de 0,2% et est passé à 62,8%. C'est quand même énorme quand on y pense. Oui, c'est juste 0,2%, mais il y a plus de 300 millions d'habitants aux États-Unis. Donc 0,2% à l'échelle du pays, c'est assez énorme. De plus, le nombre de nouveaux emplois qui sortent chaque mois sont passés de 200 000 à 187 000. Ce qui offre une stabilité d'emploi. Donc, ce que cela veut dire, c'est que d'un mois à l'autre, il y a moins de nouveaux emplois qui sont créés, donc les gens restent à leur emploi, ce qui est bénéfique. Je tiens à préciser que ces statistiques viennent de 2023, du mois d'août et avant cela. Donc, ceci a pu changer depuis. Cependant, ça, c'est les statistiques que j'ai réussi à obtenir. Pour ce qui est au niveau des avis des Américains sur la question de l'immigration, c'est un sujet qui fait assez polémique. Comme on peut le voir actuellement avec les élections, c'est un des sujets qui fait le plus parler, surtout avec les idées opposées de Trump et de Kamala Harris. Et pour ce qui est des différentes gestions de groupes internationaux à propos de l'immigration américaine, il y a très peu d'organismes qui se mêlent de cette immigration parce que c'est un pays développé et qui a déjà un système en place. Donc la seule événement qui rentre en cause ici, c'est l'ONU. Lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile, ils s'assurent qu'ils puissent bel et bien rentrer au pays et qu'ils ont des bonnes raisons de rentrer au pays. Et c'est la sous-branche nommée HCR de l'ONU qui s'occupe de cela. Donc, pour critiquer la gestion actuelle de l'immigration aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de positifs, il y a quand même beaucoup de négatifs aussi. Donc, si on parle un peu des positifs, on pourrait dire que leur politique c'est très strict si tu te fais prendre, si tu te fais prendre illégalement. Les conséquences sont très hautes. Donc, on parle de soit la prison ou soit le renvoi sans aucune empathie dans ton pays d'origine. Donc, aucun soutien économique, juste on te renvoie dans le pays puis débrouille-toi. Ce qui peut être très intimidant pour ceux qui décident d'infiltrer le pays. C'est comme un peu, entre guillemets, high risk, high reward, on va dire. Ou si tu te fais pas prendre, t'as beaucoup. Tu vis aux États-Unis, puis sinon, tu retournes dans ton pays. T'sais. Fait que c'est ça. Donc maintenant, pour critiquer négativement la gestion actuelle de l'immigration, la politique d'immigration aux États-Unis, leur plus gros point faible, c'est vraiment le nombre d'immigrants clandestins qui rentrent dans le pays. Pour eux, vraiment, la situation, c'est de mettre un mur, mais la protection n'est pas suffisante. Il y a beaucoup de façons de beaucoup de façons. Il y a des façons assez simples de les contourner. Et surtout avec la présidence, avec Joe Biden comme président, le nombre d'immigrants clandestins a monté de beaucoup comparé à quand Trump était président. Donc, en ce moment, ça serait vraiment leur point faible quand ça vient à la politique d'immigration. Maintenant, comment est-ce que la politique migratoire des États-Unis compare à celle du Canada? Donc, si on compare la politique migratoire au Canada, la frontière États-Unis-Canada, c'est vraiment là, c'est une forêt. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas rien qui les sépare. C'est une forêt. Et en fait, dans la forêt, pour vraiment mettre l'emphase sur la frontière et où, ils ont décidé de couper les arbres. Fait que, il n'y a rien qui t'empêche de traverser. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de garde, il n'y a pas rien. Il y a des gardes à certains endroits, mais il n'y a pas rien. Vraiment, là, la seule protection, c'est la forêt, qui est très dense, qui est très dangereuse. Donc, ça, c'est la façon que le Canada décide de gérer sa frontière avec les États-Unis. Et si on compare ça à la frontière Mexique-États-Unis, cette frontière-là, très bombardée d'agents de sécurité, un gros mur qui coûte très cher à entretenir, c'est pas la même game. Vraiment, là, c'est très, très, très différent. C'est ça. Bonjour, aujourd'hui je vais parler des solutions envers l'immigration des Mexicains vers les États-Unis. La première solution que j'ai créée, ce serait de compléter le mur. Comme vous connaissez sûrement, il y a un mur puis des clôtures qui sont sur la frontière qui sont
un peu à moitié fini. Vous connaissez sûrement Donald Trump, voulait vraiment continuer ça. Ce que ça fait, c'est que finir le mur, ça voudrait dire qu'il y aurait un gros mur ou des clôtures partout sur la frontière, ce qui forcerait vraiment les migrants à tout diverger vers un point. Ce qui est bon avec ça, c'est que tu peux vraiment contrôler les rentrées, juste mettre des patrouilles à un point au lieu de partout sur le mur parce qu'il y aura un mur. Et ça va coûter beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à gérer. Il y aurait moins de monde qui passait, ce serait parfait. Les policiers seraient moins dispersés, ça faciliterait vraiment la gestion du mur. Moins d'immigrants illégaux passeraient. Ce qui est un peu inconvénient, par exemple, c'est que ça coûte plutôt cher construire un mur et entretenir environ 30 milliards de dollars par année. Puis ça, c'est juste avec le mur en ce moment. Si on l'agrandissait, donc d'environ 2 fois, ça serait probablement dans les centaines de milliards. Et c'est beaucoup d'argent, ça. Ce que ça fait, c'est que pourquoi ça coûte tant, c'est parce que il y a toujours du monde qui veut le passer, ils vont exposer une partie du mur, ils vont couper les clôtures. Et il faut toujours réparer. Et le fait qu'il faut réparer aussi, ça peut faire que le mur est un peu moins efficace parce que il va toujours pas être à 100%. Et comme j'ai dit, ils veulent vraiment passer les Mexicains. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont passer pareil avec des outils. Donc le mur fait juste un peu ralentir. Il n'est pas 100% efficace. Ils vont juste couper, ils vont passer pareil. Il y a un gros mur, c'est beaucoup d'argent, un peu pour rien. Et si on agrandit le mur, ça va juste être pareil comme ça. Par contre, aussi, le taux d'efficacité est juste 30%. Avec tous ces moyens de passer pareil, 30%. C'est pas très haut, 30%. Donc, le mur est bon, mais il est aussi pas si efficace que ça. Ça pourrait être bien, mais c'est pas la meilleure solution. La deuxième solution serait vraiment de régler les politiques migratoires. Aux États-Unis, comme j'ai parlé du mur, il y a beaucoup de l'argent qui est mis dans vraiment défendre la frontière, la détention des migrants, puis vraiment l'application des lois, vraiment gérer ceux qui passent, puis les rejeter, les mettre en prison, tout ça. Puis il y en a beaucoup qui passent qui vont pas avoir du sport ou d'aide humanitaire parce qu'il n'y a pas d'argent investi là-dedans. Ça veut dire qu'ils vont vraiment être pauvres dans le pays. Tout le monde dit on veut pas que des migrants viennent parce qu'ils vont être pauvres. C'est vraiment à cause de ça, parce qu'on paye vraiment pour qu'ils passent pas, puis pas vraiment pour les aider quand ils passent. Alors, un bon exemple sera en 2023, le Congrès des États-Unis ils ont fourni 2,8 milliards de dollars pour le système de détention, l'immigration et le Customs Enforcement, mais juste 800 millions de dollars pour soutenir les gouvernements locaux à la frontière et le OGN, les organisations non profitables qui vont vraiment venir aider les migrants en donnant des services humanitaires et les aider à s'intégrer dans le pays. Ce qui serait bon avec ça, c'est que les migrants légaux seraient beaucoup mieux gérés. Ils seraient moins sur la rue, ils causeraient moins de problèmes, il y aurait plus d'ordre. Ce qui serait mauvais, c'est qu'il y aurait un peu moins d'argent investi dans la frontière. Puis comme je disais tout à l'heure, si tu veux vraiment construire le mur, c'est un peu moins bon. Là. Mais il y a vraiment deux solutions un peu différentes, mais les deux ont des points bons puis des points un peu mauvais. Merci.